Gemerma Dortot Youn Heba Bakeper Basal Kuzulmer Penarbe. Bonjour, bienvenue à tous dans cette conférence qui est consacrée à l'érosion en submersion marine. Armel Uruga nous le rappelait, les tempêtes de ces dernières années ont été douloureuses pour notre littoral. Elles ont rappelé sa fragilité et aussi la présence de constructions humaines très très proches du littoral qui sont un danger véritable pour ces populations. Alors Finistère a toujours connu des périodes d'inondation, il en connaîtra probablement d'autres à l'avenir, sans faire heureusement de victimes décédées à ce jour, mais tout ça peut arriver, il ne faut jamais oublier. Tout à l'heure, nous entendrons le maire de la Faute-sur-Mer, le nouveau maire de la Faute-sur-Mer en Vendée, où la tempête Xynthia, je vous le rappelle, avait tué 29 personnes en 2010, et personne ne s'y attendait là-bas non plus. Alors, cette journée de réflexion, que l'on soit clair, n'est pas une journée pour faire peur. On n'est pas là pour faire peur à tous ceux qui viennent y assister, mais au contraire, pour voir de quelle manière, au niveau des élus, au niveau des collectivités territoriales, mais aussi au niveau des populations, on peut agir, comment les protéger, comment les informer, et surtout, puisque c'est la question de base qui va se poser tout au long de cet après-midi, comment est-ce que l'on peut sensibiliser des populations à des risques pour leur environnement, à des risques pour leurs biens personnels, pour les biens communs et surtout à des risques pour leur vie in fine. Et je vous propose de débuter cet après-midi, alors qui va être riche, dense, très rapide, vous allez le voir, avec Catherine Meurferec, qui est professeure à l'Université de Brest et à l'Institut universitaire européen de la mer. Catherine Meurferec, vous étiez dans cette même salle il y a quelques années. Armel Uruguin rappelle, depuis le début des années 2000, au conseil départemental du Finistère, on réfléchit, on fait de la prospective sur l'environnement. Et il y a quelques années, vous étiez déjà venu nous parler du risque d'érosion du littoral, des risques pour les populations. Et malgré tous ces risques, de la volonté des populations de rester et de venir toujours encore plus nombreuses habiter au bord de mer. Alors comment est-ce que l'on peut concilier ce qui a priori semble difficilement conciliable? On vous laisse la parole pour une dizaine de minutes pour nous expliquer votre propos. Je vous ai préparé ce petit diaporama, je ne sais pas si vous le voyez bien, pour introduire un peu le sujet d'aujourd'hui, donc sur cette question qui était posée, érosion et submersion marine, s'adapter ou résister. Juste en introduction, la façon dont nous on travaille en recherche, notamment avec Alain Hénaf que certains ont rencontré ce matin, sur la question de la vulnérabilité. Nous, c'est un peu ça qui est au centre de nos recherches. Et pour nous, la vulnérabilité des territoires côtiers, elle est liée à 4 composantes principales, qui sont d'une part ce qu'on appelle l'aléa, c'est-à-dire l'aléa, c'est justement un événement comme la rupture d'une dune, par exemple, la submersion d'un espace. Les enjeux, c'est finalement tout ce qu'on risque de perdre. Alors, on l'a dit, les vies humaines, heureusement, dans le Finistère, on est moins exposé à ça, mais notamment tous les enjeux bâtis. Une autre dimension très importante, c'est ce qu'on appelle la gestion, c'est-à-dire la façon dont on va s'organiser pour essayer de réduire justement cette vulnérabilité. Et une autre dimension, ce sont les représentations sociales et individuelles. C'est la façon dont les gens finalement pensent la question des risques et aussi leur place sur le littoral. Et donc à travers plusieurs programmes de recherche, ça fait déjà une quinzaine d'années effectivement qu'on réfléchit à ces problèmes, notamment Cocorico qu'on a terminé, dont vous avez quelques exemplaires sur la table, je les ai vus tout à l'heure, et Osiris, qui est un autre projet sur lequel on travaille aujourd'hui. Alors si on reprend ce découpage en 4 composantes, dans la première partie, j'ai essayé de reprendre des idées importantes sur la question à la fois des représentations et des enjeux, et finalement l'accroissement des enjeux bâtis sur les côtes, très près du bord de la mer, qui sont une réponse à ce que les historiens, Alain Corbin, appellent notamment le désir de rivage. Et là, on ne voit pas grand-chose, mais bon, je vais vous décrire. En fait, c'est deux vues du même endroit. C'est la pointe Saint-Mathieu, à Plougonvelin, où on a une gravure du 19e siècle, où on voit une image un peu dramatique de naufrage avec une mer dangereuse, une vision très sombre. Et puis, le même endroit, aujourd'hui, que j'ai dû trouver sur un site pour tourner des films, où on voit une image donc toute riante de cet espace. En dessous, c'est aussi la question de cette proximité à la mer qui, autrefois, était surtout liée au travail. On a parlé de la mer laborieuse, la mer industrieuse, avec des goémoniers de l'île de Molène. Et puis, aujourd'hui, une mer qui attire beaucoup plus pour ses qualités, de qualité de vie, l'espace de loisirs, avec un environnement très privilégié.
Alors justement, cette question, la maison les pieds dans l'eau, ça reste une image dans notre société qui est très valorisée. En faisant un peu le tour là aussi des sites internet, on tombe sur toutes sortes de choses. Je vous ai pris quelques exemples. Une publicité pour un parfum de luxe qui va nous montrer quelqu'un qui habite tout au bord de la mer, très très près du bord, là où on ne doit normalement jamais construire, dans les dunes. Une autre qui doit venir d'une agence immobilière très prestigieuse également, qui nous vante carrément la maison les pieds dans l'eau. C'est même écrit dans l'annonce. Et puis quelques retours des grandes enquêtes qu'on a menées dans le cadre de Cocorico, un programme de recherche. Un petit extrait d'un entretien où un habitant nous dit qu'ici on est vraiment privilégié au niveau de la plage. Enfin tout, c'est vraiment très très bien. Donc le bonheur aussi et le plaisir de pouvoir habiter tout près de l'eau. Alors ce désir de rivage finalement fait qu'on a une pression de la construction sur le bord de la mer, vraiment le trait côtier, qui ne se relâche pas. Je vous ai mis quelques chiffres là. On a 12% des surfaces de logements neufs qui sont construits sur les communes littorales entre 1990 et 2012, ce qui représente à peu près 3 fois plus, on est sur 4% du territoire national, c'est 3 fois plus que la moyenne de France métropolitaine. De cette demande forte, on a aussi des prix de vente des terrains à bâtir qui sont de plus en plus rares, bien sûr, qui s'envolent, et on a des prix, j'arrive plus pas à lire, mais 105 € le mètre carré. Voilà, en 2012, 60% plus cher que la moyenne des communes de France métropolitaine. Et ces prix, il n'y a pas de baisse du tout, ces prix ne cessent de monter et ont progressé de près de 40% entre 2006 et 2012. Ça, c'est des données statistiques qui viennent de l'INSEE et du ministère, qui sont quand même révélateurs, je pense, de cet engouement qui reste très très fort. Et donc automatiquement, on a aussi des profils d'acheteurs qui sont spécifiques avec des surreprésentations des catégories socio-professionnelles supérieures et aussi des acheteurs qui sont plus âgés en général. Donc le résultat, c'est la multiplication des enjeux exposés, même dans des zones qui sont très près de la mer. Donc voilà pour les enjeux et les représentations. Au niveau des aléas, ce qu'on appelle les aléas, donc c'est tous ces mouvements qui vont créer des dommages. On doit rappeler, c'est sans doute la première chose à rappeler, c'est que par nature, les côtes sont des milieux qui sont extrêmement dynamiques, qui bougent très très vite. Surtout bien sûr les côtes meubles, c'est-à-dire les côtes qui sont constituées de sédiments meubles comme des sables, des galets. Ce sont les milieux au monde qui bougent le plus vite, qui vont répondre à chaque fois qu'on aura un changement météo marin, une tempête par exemple, ils vont changer de forme pour s'adapter. Je vous ai mis des photos là de dunes par exemple après des tempêtes, où on voit qu'on a un profil de plage qui est très redressé, des dunes qui sont taillées en falaise. Donc cette notion de très grande dynamique, c'est quelque chose qui est naturel et qui est vraiment intrinsèque à la nature de la côte. Alors ce qu'on peut dire sur le futur, là aussi sans être devin, il y a quand même des choses qu'on sait, c'est que cette tendance à l'érosion, à la submersion marine, c'est des choses qui sont en hausse, parce qu'on se trouve aujourd'hui dans un contexte où on a des processus qui sont liés à deux choses, en simplifiant, la question des sédiments, quelle quantité de sédiments on a à notre disposition sur la côte. Or, les sédiments qu'on a aujourd'hui, le sable, les galets qu'on a sur nos côtes, sont des héritages de périodes froides du Quaternaire. Donc là, on remonte dans les épisodes carrément géologiques, on est en milliers d'années. Et cet héritage, on a beaucoup pioché dedans, on a beaucoup pioché dans les stocks sédimentaires, beaucoup pour la construction notamment, et on n'a pas de renouvellement. C'est un stock qui est très peu renouvelable. Il y a très peu d'apports sédimentaires et pas d'apports sédimentaires massifs sur nos côtes. Donc on est dans un contexte de pénurie au niveau de la quantité de sédiments. Et en plus, on est dans un contexte, vous le savez, de réchauffement climatique, de remontée générale du niveau de la mer et des océans. Ça, on le sait parce qu'on le mesure depuis déjà plus d'un siècle, qui n'est pas non plus énorme, mais il faut relativiser les choses. On est autour de 3 mm par an. Mais ce qu'on ne sait pas trop, c'est à quelle vitesse ce phénomène va s'amplifier, puisque tous les modèles nous prédisent une amplification du phénomène. Et on a quand même les projections là, les plus récentes du GIEC, du groupe intergouvernemental d'études du climat, nous disent entre 26 et 98 cm pour 2100. Donc évidemment, la fourchette est énorme, puisque ça n'a rien à voir si on a 28 ou si on a 100 cm. Mais voilà, la tendance est à l'augmentation. Ça veut dire que les deux phénomènes sont réunis, à la fois une pénurie de sédiments et une tendance à la remontée du niveau marin, qui permet d'affirmer que les phénomènes d'érosion et de submersion marine vont aller en augmentant dans le siècle ou les siècles à venir. Voilà, donc cette figure, je l'ai montrée souvent, je pense que plusieurs d'entre vous l'avez déjà vue. Très rapidement, c'était pour essayer de revenir un peu justement sur cette
profondeur historique, hein. À l'horizontale, on a le temps, en vertical, on a l'espace. On a 2 courbes qui sont représentées. La courbe du haut qui descend, c'est la position de la ligne de rivage. Quand on se trouve tout en haut, on est entre le contact à 0, entre le contact entre la mer et la terre. Et la ligne du bas représente les occupations humaines, hein, donc la façon dont finalement les constructions se sont de plus en plus rapprochées du bord au cours du XXe siècle surtout. Donc les habitations se rapprochent du bord de la mer. Le bord de la mer a tendance à reculer à l'intérieur des terres. Et donc là où on avait une zone tampon qui était souvent de plusieurs kilomètres entre des vieux villages qui étaient installés à l'intérieur et la mer, aujourd'hui, cette zone tampon, elle s'est réduite progressivement au cours du 19e, du 20e siècle. Et on arrive dans une zone où les 2 dynamiques se télescopent, hein. C'est ça la raison des risques côtiers. Et évidemment, le changement climatique arrivant là-dessus va ne faire qu'accélérer les phénomènes de recul de la ligne de rivage, hein, et donc aggraver ce phénomène qui est surtout lié au fait qu'on a installé des constructions fixes, dures, sur un substrat qui était mobile. Et voilà. Et pour terminer, donc la 4e dimension, si on peut dire, hein, qu'on essaye aussi d'étudier, c'est toute la question de la gestion de ces risques, hein, et je laisserai ensuite mon voisin en discuter davantage. Simplement quelques jalons que je voulais mettre, si je ne déborde pas trop. Donc on a en France un principe qui, normalement, depuis la loi de 1807, hein, chaque propriétaire doit se débrouiller, hein, pour résoudre ces questions d'érosion, submersion sur ces terrains. En fait, on se rend compte que très souvent, c'est le secteur public qui prend en charge une grande partie des coûts. On a un système d'indemnisation en France, hein, CatNat et le Fonds Barnier, qui est fondé sur la solidarité nationale, c'est-à-dire que c'est tous les habitants de France, hein, qui cotisent pour alimenter ces fonds. On a beaucoup d'outils de gestion qui ont été encore renforcés depuis Xynthia. Vous ne voyez pas, mais tous les petits points de couleur, hein, qui sont sur la diapo représentent des outils de gestion pour ces risques érosion-submersion. Vous les retrouverez dans le guide Cocorico, hein, si la question vous intéresse. On a du mal aussi à passer en France d'une approche de défense, hein, voire de conquête contre la mer, qui a été la position forte au XIXe siècle, hein, portée beaucoup par l'État, à une gestion qu'on essaye de faire aujourd'hui plus intégrée et durable. Et on a toujours une tendance à agir dans l'urgence par des réponses qui sont coûteuses et qui finalement sont peu durables. La photo que je vous ai mise là, c'est pas dans le Finistère, hein, c'est à Vissant, dans le Pas-de-Calais, où on voit que 5 jours après une tempête, on a mis des énormes blocs d'enrochement parce que ça rassurait, hein, les riverains, mais finalement ça ne résout aucun problème, hein, au contraire, hein, ça en apporte d'autres. Voilà, et donc pour revenir à notre question de démarrage, hein, s'adapter ou résister, bien sûr, j'ai pas la réponse, hein, mais on a la stratégie de gestion intégrée du trait de côte, hein, qui prône une relocalisation des activités et des biens. Je crois que Madame Gau va nous en parler aussi tout à l'heure. Voilà, il faut quand même aussi voir que sur le terrain, on a aussi beaucoup d'opposition, un très fort attachement. Je vous ai mis là une photo d'une manifestation après Xynthia, hein, dans le quartier des Boucholeurs, où on voit que les slogans, hein, qui sont portés par la population qui ne voulait pas qu'on démolisse, hein, les maisons, c'était « on va continuer à se battre, raser non, endiguer oui, nous restons ». Donc je pense que ça ouvre un peu aussi la dimension des difficultés par rapport à ce projet sûrement durable de relocalisation. Je vous remercie. Merci Catherine Merferic de ces explications. Juste une toute petite question, parce que je ne peux pas m'empêcher d'être assez surpris par les chiffres et les photos que vous nous montrez en parlant de ce désir de rivage. Est-ce que dans les différentes enquêtes que vous menez, d'un point de vue sociologique, est-ce que vous constatez effectivement que depuis Xynthia, on a quand même un drame, on a un drame humain, et puis il y en a d'autres, il n'y a pas forcément de victimes, mais il y a beaucoup de biens qui sont détruits. Je suis très surpris de voir qu'apparemment ce désir de rivage ne faiblit pas. Et vous nous décrivez une population, alors majoritairement catégorie socio-professionnelle supérieure, plutôt âgée, on va dire retraité, cadre, qui a rêvé de sa vie d'une maison les pieds dans l'eau. Mais quand on a 60 ans, éventuellement qu'on vient prendre une retraite dans le Finistère, qu'on achète un bien les pieds dans l'eau, on espère qu'on va en profiter, j'espère 15 ans, 20 ans au minimum. 15 ans, 20 ans, ça nous mène quasiment à 2040. Lorsque je vois la courbe que vous nous avez présentée de montée du niveau de la mer, du réchauffement climatique, 2040, votre maison, c'est le rez-de-chaussée dans l'eau, alors quasiment à ce niveau-là. Et malgré ces arguments, le désir de rivage ne faiblit pas et les prix ne baissent pas non plus.
Oui, c'est vrai. Alors 2040, c'est les pieds dans l'eau, faut relativiser. Ça monte pas si vite que ça, mais pour certains cas, oui, effectivement, c'est les pieds dans l'eau. Alors après Xynthia, on s'était un peu naïvement, effectivement, imaginé qu'il y aurait eu moins d'envie d'habiter tout près du bord et qu'on aurait eu une baisse des prix, notamment immobiliers. Et en fait, on ne l'a pas constaté. Alors ça, c'est des choses aussi qu'on souhaite approfondir en allant vraiment étudier de près et maintenant, il y a des nouvelles données qui sont accessibles justement sur les valeurs des transactions. Donc c'est un projet qu'on voudrait développer. Mais avec déjà les statistiques qu'on a, on voit qu'il n'y a pas du tout eu d'effondrement du prix. Et en fait, ce qu'il y a eu davantage, c'est la revendication que vous avez là, c'est-à-dire endiguer, oui. Après Xynthia, il y a eu bien sûr cette peur après ce drame terrible. Et la réaction n'a pas été de dire on s'en va parce qu'ici c'est trop dangereux. La réaction a plutôt été de dire protégez-nous plus fort avec des plus grosses digues. Et évidemment, le problème du coût public, il est entier là. Justement, d'où le lien avec votre voisin. On voit que la pulsion finalement de désir de rivage est plus forte que le risque que l'on peut encourir à habiter près du rivage. Hervé Thomas, vous êtes délégué maire et littoral à la DDTM. Alors on va repréciser, parce qu'il faut toujours le faire une fois de plus, la DDTM, ce que c'est, pour ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et surtout, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours simple à comprendre, qui fait quoi au niveau de l'État en matière de gestion du risque d'érosion et de submersion marine? Alors, je vais présenter la DDTM. Bonjour à toutes et à tous. 2040, c'est amusant, mais effectivement, la prévision de l'INSEE donne effectivement plus 4 millions encore d'habitants supplémentaires sur le littoral à cet horizon-là. Donc, effectivement, il y a les prix de l'immobilier, mais je crois qu'effectivement, on a ces chiffres et il faut vraiment les intégrer dans nos réflexions. Alors, effectivement, la direction des territoires et de la mer, donc issue de la réorganisation de l'administration territoriale de l'État 2010, ça fait déjà quelques années, mais c'est l'addition en fait des directions départementales, les anciennes directions départementales de l'équipement, de l'agriculture et de la forêt et des affaires maritimes. Voilà, donc au niveau départemental, la composante essentielle maintenant, c'est ce qu'on appelle la direction départementale interministérielle, et donc la DDTM, effectivement, dans cette composante, est véritablement le bras armé du préfet pour la prise en compte et l'élaboration, effectivement, des... Alors dans vos fonctions précises, enfin fonction de la DDTM, s'entend, fonction de l'État en matière de gestion du risque, quelles sont aujourd'hui vos obligations? Quel est votre cadre précis d'action? Alors en fait, les services de l'État mettent en œuvre effectivement l'ensemble des procédures législatives, et donc effectivement, Madame la députée Pascale Got va nous présenter tout à l'heure les réflexions en cours. C'est vrai qu'en en matière de risque, des événements récents ont permis une évolution, une prise en compte de ces phénomènes. Et donc, clairement, la DDTM, c'est, je l'indiquais, le bras armé du préfet pour mettre en œuvre les différents outils réglementaires, donc la loi, effectivement, et puis l'ensemble de ces dispositifs. Donc, en l'occurrence, dans le Finistère, on l'a dit tout à l'heure, 1200 km de côte. Toutes les communes du Finistère sont exposées à un risque, différentes sortes de risques, y compris le risque sismique. On l'a vu, là, elles sont toutes concernées. Mais si on enlève effectivement ce risque sismique, on a encore 175 communes sur les 285 du département qui sont exposées, et évidemment un nombre très important de communes du département exposées au risque de submersion ou au risque littoral. Armel Uruguin nous rappelait tout à l'heure, lors des tempêtes de 2013, même les Sénans ont craint bien les vagues qui passaient là très clairement au-dessus de l'île de Sein. Et vous aussi, du côté de l'État, vous dites que 2013 finalement a entraîné un changement du point de vue de l'État sur ce risque de submersion pour les populations concernées. À quel titre précisément? Alors, changement peut-être pas, mais effectivement prise de conscience du fait que les tempêtes peuvent avoir un effet littéralement cataclysmique. Bien effectivement, face à l'ensemble des dégâts qui ont pu être occasionnés, que ce soit aux infrastructures publiques, le département... important gestionnaire, propriétaire de ports, et malheureusement l'a subi aussi, avec des sommes tout à fait considérables, assurées ou pas d'ailleurs. Mais c'est effectivement les risques privés qu'il a fallu également prendre en compte, et très nombreux effectivement points du littoral ont dû faire face effectivement. On a l'habitude de vivre dans ce département avec
le risque de tempête et le Finistère est constellé d'une somme de murs absolument considérable, mais bon nombre de ces ouvrages, effectivement, en dur, où on croyait qu'on avait atteint le bouclier ultime, et bien effectivement, ont cédé. Et donc là, la question s'est posée un petit peu en réaction à ce qu'a pu être montré tout à l'heure, effectivement, des enrochements mis dans l'urgence pour protéger des biens. Quelle attitude avoir? Est-ce qu'il faut continuer à endiguer, à enrocher ou voilà. pas? Et puis, la question fondamentale aujourd'hui, c'est aussi, plus que jamais en période d'indigence de crédit public, qui paie? Et donc le sujet auquel les services de l'État ont été confrontés, avec les communes, mais en tout cas par rapport à ces biens privés, juste un petit témoignage, ça a été effectivement de laisser, c'était déjà bien, un certain nombre de propriétaires effectivement se protéger, mais sur leur propriété. Je vois le conseiller départemental du canton d'une commune qui a été particulièrement touchée effectivement par ces phénomènes-là, c'est la commune de Le Quirec. Effectivement, on avait des maisons, alors là exactement l'illustration du propriétaire qui vient sur le littoral finistérien et qui veut une maison les pieds dans l'eau. Pour le coup, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais ils ont été véritablement servis, puisqu'effectivement, ces nouveaux propriétaires, sans doute appréhendaient le risque effectivement comme hypothétique, et il s'est caractérisé immédiatement. Donc avec un effondrement effectivement d'une partie de leur propriété mangée littéralement par la mer. Et aujourd'hui, la doctrine de l'État, effectivement, c'est de dire la mer doit reprendre ses droits. Donc on laisse la mer reprendre le terrain, même s'il vient grignoter le terrain de particulier. Exactement. C'est dur à entendre ça. C'est très difficile à entendre, bien entendu. Donc là, effectivement, dans l'urgence, évidemment, la réponse a été de dire on laisse effectivement les propriétaires se protéger sur leur propriété, à leurs frais et avec le soutien, le cas échéant, de leur assurance. Et c'était déjà effectivement un élément important effectivement de pouvoir aborder cela, avec la volonté également de la difficulté de déterminer où est-ce qu'on arrête en fait la limite de la propriété privée et celle du domaine public maritime. Les propriétaires ayant tendance à dire mais c'est à la puissance publique de me protéger. Il y a une route, il y a des ouvrages, c'est à la puissance publique de me protéger. Donc là, nous avons des outils avec le département du Finistère, toujours effectivement très précurseur. Et grâce au CHOM, nous avions l'outil Litho 3D qui nous a permis effectivement de déterminer la limite du trait de côte pour permettre aux propriétaires de se protéger sur leur propre propriété. Très important ce que vous venez de dire, on en reparlera cet après-midi. L'enrochement systématique, la construction de digues systématiques, la grande construction d'ouvrages qui coûtent très cher n'est pas forcément la meilleure solution. Vous êtes dans une logique où la mer reprend ses droits. Et en fait, la question est où je mets le curseur entre le bien public, enfin le bien de la mer, j'ai envie de dire, et le bien privé. Votre rôle d'État est bien de protéger des vies, mais il n'est pas forcément de protéger des habitations ou des terrains tels qu'ils le sont. Ça, c'est une première chose. Autre chose qui apparaissait dans votre discours, qui doit payer tout ça? Et à un moment, vous dites, est-ce que les personnes protégées ne doivent pas finalement payer pour assumer le risque face à la mer? Voilà, alors là je prenais effectivement l'exemple de propriété privée directement riveraine effectivement du bord de mer sur une côte dont le trait est à peu près fixé, on va dire. Donc effectivement, là on a considéré que, un peu à l'image encore une fois, on ne réécrit pas l'histoire, on a 1200 km de côte et des milliers de propriétés effectivement avec des murs et différents types d'ouvrages. Tout ça fait partie aussi du paysage, j'allais dire, et de notre patrimoine. Donc effectivement, là, on considère que ces ouvrages-là sont à préserver et qu'on accepte de figer définitivement le trait de côte. Donc notre approche, ça a été de dire effectivement, on laisse faire, évidemment, moyennant l'ensemble de l'encadrement architectural, paysager, etc. C'est un point aussi qu'il faut prendre en compte. Encore une fois, à charge du propriétaire d'assumer la dépense. Après, si on a effectivement des zones, et il y avait une visite de terrain ce matin, effectivement, des zones plus importantes, effectivement, vous avez un ensemble d'habitations qui se trouvent effectivement sous le niveau de la mer. Vous échangerez tout à l'heure, nous échangerons avec le maire de la Faute-sur-Mer, mais si on a effectivement un ouvrage de nature collective, la question elle est effectivement posée. Qui doit payer ? Évidemment, l'intervention publique se justifie dès lors que l'érosion constitue un risque pour les populations et pour les biens.
La question est celle de la proportionnalité. Donc il est évident que on s'oriente de plus en plus effectivement vers c'est alors par l'impôt bien entendu, mais c'est à celui qui bénéficie de la protection d'assumer au moins en large partie effectivement la protection de son bien. Donc si je traduis ce que vous êtes en train de nous dire, c'est à la commune qui voit son trait de côte menacé d'assumer par la hausse de ses impôts finalement une large partie de la protection, de la prise en charge de travaux pour protéger des propriétés. Alors après, je n'ai pas dit la commune, justement, parce qu'effectivement, on voit évidemment... Où est la collectivité concernée? Là où l'est, en fait, effectivement, on dit de la puissance publique. Je ne suis pas là pour dire que l'État se désengage complètement. L'État se positionne sans doute demain, et on le voit dans l'ensemble des compartiments de notre action, à un niveau plus stratégique, en accompagnement méthodologique, effectivement, en ingénierie et autres, en application, encore une fois, de méthodes. Mais bien entendu, c'est un enjeu qui doit être réfléchi au niveau des territoires. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est une conviction personnelle, mais c'est aussi l'approche générale. Et donc là, effectivement, la question est quel niveau? La commune, assurément, aujourd'hui, on le voit, effectivement, ça reste un échelon trop modeste. On passe nécessairement à l'intercommunalité. On sait effectivement l'importance effectivement de l'effort que consacre le département à l'ensemble de ces réflexions, la preuve effectivement de l'organisation de cet échange d'aujourd'hui et évidemment aux investissements qui sont réalisés. Donc la collectivité, la puissance publique effectivement, et avec le concours bien entendu des acteurs concernés. L'État stratège, l'État pour appuyer, donner la méthodologie, mais pas pour payer à 100% la protection de biens, de propriétés au bord de mer. C'est très intéressant. Juste, on en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, l'État, en cas d'érosion progressive du littoral et qui vient menacer un immeuble ou une maison particulière, n'est pas tenu légalement d'indemniser la personne qui devrait se faire exproprier si jamais l'eau arrive trop près et qu'il y a un risque pour sa vie. Un petit mot, puis ensuite on va laisser la salle vous poser des questions à tous les deux. Un tout petit mot quand même sur les PPR, les plans de prévention qui sont en train de se mettre en place. Quel est votre regard, vous, État, de ce qui se passe dans le Finistère ? C'est plus qu'un regard, c'est une participation active, effectivement, et une nécessité, effectivement, d'accompagner les élus locaux pour l'adoption, la mise en conformité, effectivement, réglementaire et l'adoption des plans de prévention des risques littoraux. Donc, la démarche a effectivement été suivie des faits, puisqu'effectivement, on a aujourd'hui une bonne partie du territoire départemental qui est aujourd'hui couverte par des plans de prévention des risques littoraux approuvés. Notamment cette année 2016, effectivement, aura été marquée par l'adoption des plans pour le sud du Finistère. Voilà, deux premières visions de cette journée. Tout à l'heure, on verra des visions notamment du maire de la Faute-sur-Mer, mais aussi de personnes qui travaillent sur le littoral. J'en profite, pardon, pour indiquer dans un peu de pub. Cette approche méthodologique. Non. Alors c'est un peu ancien, vous me pardonnerez, mais effectivement, un travail collectif effectivement, qui s'appelle la gestion du trait de côte, donc a donné lieu à l'édition d'un ouvrage donc en 2010 maintenant. C'est un ouvrage qui est d'accès libre sur le site internet du ministère de l'Environnement. Ma collègue à côté de moi, effectivement, a contribué, donc c'est dire la qualité de cette publication. Voilà, nous en avons un certain nombre d'ouvrages disponibles à la direction des territoires et de la mer. On peut évidemment, sur simple demande, les adresser aux maires littoraux qui en feraient la demande, selon les modalités à définir. Mais voilà, donc cet ouvrage, par ailleurs, outre quelques exemplaires papier que nous avons, encore une fois, que nous tenons à disposition, il est disponible de manière dématérialisée sur le site du ministère. Et je vous communiquerai les coordonnées avec le compte-rendu de cette conférence pour que tout le monde puisse y accéder. Merci Hervé Thomas. Je vous propose de prendre une petite dizaine de minutes si vous avez des questions à nous poser. Profitez d'Hervé Thomas parce qu'il ne sera pas là malheureusement sur la totalité de cette séance. Catherine Meurferec, elle restera avec nous. On a pas mal de choses qui sont arrivées. Voir comment ce désir de rivage des populations, d'abord il va en s'accroissant. On aura de plus en plus de monde apparemment sur le littoral, alors que le risque lui aussi va s'accroître de plus en plus. Ce que nous dit Hervé Thomas, à la fois laisser le trait de côte finalement vivre sa vie, laisser la mer reprendre ses droits, ne pas protéger non plus à tout prix, au propre comme au figuré, et l'État ne peut pas tout et ne paiera pas la totalité des ouvrages ou des travaux nécessaires
dans les collectivités locales. En revanche, il sera là pour être stratège et aider sur un niveau méthodologique et technique. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques justement à poser à nos deux intervenants? Il y a deux micros même qui circulent dans la salle. Le plus dur, c'est la première question. Ou alors le message est clair et ne porte pas la moindre question. Ce qui serait surprenant dans cette salle. Les questions viendront peut-être dans le courant de l'échange tout à l'heure. Je voulais juste préciser effectivement que je suis malheureusement contraint de vous quitter dans un instant pour une réunion à la préfecture, mais les services de la DDTM sont présents et notamment les spécialistes effectivement des plans de prévention des risques littoraux. Je regarde une dernière fois, pas de questions. Pas de remarques. Ah, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Alors, je vous demanderai à chacun de vous présenter, dire qui vous êtes, puis de poser des questions courtes pour que le micro puisse circuler au maximum. C'est juste, alors je suis François Victor de la DIRM NAMO, c'est la direction interrégionale de la mer. Juste un tout petit complément, ça n'est pas du tout nouveau cette position de l'État, puisque le texte de départ date de 1807. Donc il y a eu effectivement des périodes de subvention parce qu'il y avait un peu plus d'argent, mais aujourd'hui on n'est plus dans ce contexte-là. On a connu des subventions allant facilement au-delà de 30%. Mais le contexte est vraiment différent et donc il faut bien remettre ça. Ça n'est pas nouveau du tout. Et le texte qui indique que effectivement, la mer, chaque fois qu'elle grignote de la terre, reprend ses droits derrière en termes de possession. On va remercier nos deux premiers intervenants dans cette journée.